L'encyclopédie de Diderot constitue un grand projet culturel des Lumières qui a trait aussi à l'éducation et à la formation des hommes, non seulement des enfants. Et l'encyclopédie donc souligne son inspiration pédagogique dans l'article même qui donne son nom, encyclopédie, avec l'étymologie grecque du terme enkyklioos paideia, qui signifie l'enchaînement des connaissances d'après Diderot, mais qui en réalité implique la notion d'éducation, paideia. Et l'éducation doit passer, d'après Diderot, par la conquête d'une sorte d'autonomie de jugement que le lecteur peut se former lui-même à travers la lecture enchaînée des différents articles de l'encyclopédie pour se former donc une opinion, un jugement libre sur les différents arguments traités dans l'encyclopédie. Diderot donc reprend ce projet, le projet donc d'une éducation qui libère l'homme, affranchit l'homme des préjugés, des idées reçues, des superstitions surtout, et l'ouvre à la connaissance des sciences, surtout les sciences exactes, dans son projet à Catherine II, dans son projet d'éducation, son plan d'une université, son plan d'une école publique ouverte à tous les citoyens, en 1773-14, lorsqu'il passe 6 mois à la cour de Catherine II, l'impératrice de Russie, à Saint-Pétersbourg. Diderot rédige un véritable traité, si on peut dire, d'éducation publique dans son plan d'une université, où il explique qu'est-ce que c'est qu'une université. C'est un établissement public ouvert à tous les citoyens qui doit susciter donc l'intérêt vers les sciences, les arts, les techniques, surtout les arts mécaniques, et qui est donc, doit assurer à chaque citoyen, même les citoyens de basse extraction, la possibilité d'avoir accès au savoir. L'argument fondamental de ce projet, c'est la démocratisation du savoir. C'est-à-dire, Diderot souligne le fait qu'il faut ouvrir l'école aux citoyens de basse extraction, dit-il. Pourquoi? Parce que c'est dans ce milieu-là où on peut, disons, trouver, dit-il, la pépinière de tous les talents, de tous les mœurs, à cause du nombre même. Parce que, dit-il, devant 10 000 chaumières contre un palais, il y a 10 000 à parier contre un, que les talents sont dans un chaumière plutôt que dans un palais. Alors, cet argument, il l'offre à Catherine II comme une sorte d'hommage à la souveraine qu'il tient pour l'une des plus ouvertes et plus éclairées de son époque, tandis qu'il était, comme les autres souverains, un despote. Et Diderot, peut-être le sait, mais il a confiance dans la postérité que son projet puisse être un jour adopté par quelque souverain que ce soit. Et il nous laisse donc en héritage ce témoignage de son esprit d'ouverture, de lumière, et offre aussi une figure de l'enseignant et du maître qui est tout à fait cohérente avec son propos. C'est-à-dire, qui est le maître qui doit enseigner dans cette école? C'est une sorte de nouveau Socrate, d'un esprit ouvert à l'ironie, au jeu même, qui se met en question et se présente aux yeux des élèves comme quelqu'un capable de faillite, capable de faute, d'erreur, même s'il ne l'est pas. Donc c'est un maître qui efface, si l'on peut dire, son autorité de maître et se met au même niveau, au même plan de ses élèves. Il est un élève parmi les autres qui permet aux autres élèves d'attendre la vérité et la sagesse. Voilà donc la figure du maître qu'offre l'encyclopédie, un maître ouvert à l'erreur, donc faillible, mais en même temps capable d'inspirer dans les élèves, dans ses élèves, l'esprit d'invention, l'esprit de recherche, l'esprit d'ouverture qui est typique de ce modèle de l'école des Lumières.